Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et ravi de vous retrouver dans Avec vous au quotidien, le magazine de vos chaînes bretonnes en partenariat avec les notaires bretons et qui décrypte les sujets qui vous concernent. Alors ce mois-ci, on a choisi de s'intéresser à ceux et celles que l'on nomme les aidants. Ces personnes qui, à un moment de leur vie, décident de la consacrer tout ou partie aux autres. Alors bien souvent à un proche malade ou vulnérable. En France, ils seraient entre 8 et 11 millions et leur rôle est essentiel et il est malheureusement mal connu et souvent peu pris en compte, mais les choses tendent à changer et c'est ce que nous diront nos deux invités aujourd'hui. Malik Laoussine, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Bretagne, l'ARS. Et en face de vous, nous avons Ronald Chevalier, bonjour. Bonjour. Notaire dans les Côtes-d'Armor. C'est parti. Alors, la reconnaissance des aidants, c'est un sujet sur lequel le gouvernement se penche sérieusement depuis 2019. L'Agence régionale de santé soutient cette volonté à travers son projet régional de santé. C'est pour ça, Malik Laoussine, que vous êtes avec nous autour de cette table aujourd'hui. Alors, peut-être en guise d'introduction, est-ce que les aidants en Bretagne, on a une idée de leur nombre et de leur profil ? Oui, absolument, Aurélie. On a une idée approximative du nombre des aidants en Bretagne. On recense environ 500 000 aidants qui accompagnent au quotidien des personnes âgées, des personnes qui sont invalides, des personnes qui vivent avec un handicap ou alors des malades chroniques. 500 000. Je devrais plutôt dire des aidants d'ailleurs, parce que beaucoup de femmes. Absolument, près des 2/3 sont des femmes, absolument. Avec effectivement un engagement qui peut être aussi très différencié selon les aidants. C'est parfois quelqu'un effectivement qui vit auprès de la personne, parfois c'est un voisin, parfois c'est un membre de la famille, et d'ailleurs le plus souvent c'est un membre de la famille. Oui, à 63% je crois. Est-ce que leur rôle, il est clair et défini ? Alors leur rôle est défini notamment par la loi d'adaptation de la société au vieillissement de 2016 qui a effectivement pour la première fois institué différents droits, et notamment un droit fondamental, c'est le droit au répit des aidants qui a été institué par cette loi. Et le droit de faire une pause, de prendre du temps pour soi, on y reviendra forcément. Ce statut d'aidant, qui est donc juridiquement bien posé, il est finalement mal connu. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors, sans doute parce que effectivement l'aide à apporter aux aidants procède de multiplicité d'acteurs. On a les conseils départementaux, les communes, des organismes de sécurité sociale, des complémentaires santé, des acteurs privés, des fondations, des associations, et tout cela effectivement fait que cette information elle est un peu partout et finalement assez peu accessible auprès de chacun. Voilà, beaucoup d'acteurs donc qui parfois font qu'on a un petit manque de clarté sur ce statut. Je me tourne maintenant vers vous, Ronald Chevalier. En fait, on va s'intéresser dans cette émission aux aidants et aidantes des personnes âgées. Cette question de la dépendance liée au grand âge, de ce qui va devenir pour soi-même, pour son conjoint, pour un membre de sa famille, est-ce que finalement c'est un sujet d'inquiétude, de préoccupation, tout du moins dans vos études notariales aujourd'hui ? Avec l'augmentation de l'âge de la population en moyenne, effectivement, c'est une question qui est récurrente. Ça fait partie aussi du travail du notaire d'être là au début de la vie et presque à la fin également, et d'accompagner et de trouver les solutions pour justement que cette inquiétude qui est réelle, s'estompe un petit peu quand on a anticipé notamment les choses. Oui, parce que le rôle du notaire, quand vous voyez passer les familles dans vos études, il doit être là aussi, ce rôle de conseil et de détection parfois aussi. Exactement, c'est-à-dire que les situations, on est au cœur des familles, donc et c'est notre rôle aussi, essayer de pacifier les choses quand c'est possible, d'anticiper également, surtout, mais de pacifier et puis aussi de signaler quand il peut y avoir malheureusement des dérives. Je parlais de la volonté du gouvernement de se saisir de ce sujet. Ça s'est traduit par un plan stratégique Agir pour les aidants 2020-2022. L'idée, c'est donc de répondre aux besoins de reconnaissance, d'accompagnement et d'aide au répit des aidants et aidantes. Pour vous, Malik Laoussine, les ARS, en coordination bien sûr avec les schémas départementaux, puisque ce sont les conseils départementaux qui ont la compétence d'aide aux personnes âgées. Quel est votre rôle ? Quels sont les enjeux déjà que vous identifiez autour de ce plan stratégique ?
Alors, la première chose, sans doute, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement d'apporter une information optimale et claire aux aidants. Deuxième sujet, c'est effectivement de développer de nombreux services et de pouvoir précocement repérer les fragilités des aidants. Souvent, effectivement, quand on a son attention qui est accaparée par la personne qu'on protège, malheureusement, on s'oublie un petit peu soi-même. Oui. Donc, on a un vrai travail à faire. Et donc, on a différents acteurs au domicile. On travaille très, très bien, par exemple, avec les professionnels de santé libéraux qui font des visites à domicile et en leur demandant, effectivement, de regarder bien sûr la personne aidée elle-même, mais aussi la personne aidante. Donc ça, effectivement, c'est un projet dans lequel on travaille au quotidien. Il faut aussi que ces aidants soient effectivement informés de leurs droits. Ils en ont. On a parlé du droit au répit, on rentrera dans le détail, mais il n'y a pas que ce droit-là pour les aidants aujourd'hui. Absolument. Il y a notamment dans le cadre du droit du travail des possibilités effectivement de pouvoir bénéficier de congés. Là, actuellement, dans les discussions que vous savez, effectivement, qui sont dans le feu de la rampe de l'actualité, on a aussi des dispositions de projet de loi actuellement qui va être soumis au Conseil, soumis au Conseil constitutionnel, des dispositions qui vont permettre effectivement pour une personne aidante qui a quitté sa profession, son métier, de pouvoir valoriser un certain nombre de trimestres sous certaines conditions. Au moment de la retraite, donc exactement. De pouvoir faire valoriser, de faire valoir en tout cas ce statut d'aidant et le temps qu'on a pu passer auprès d'un proche. Il y a des plateformes qui existent et vous œuvrez pour cette meilleure information. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Parce que c'est vraiment de l'information là, très pratique pour les gens qui nous écoutent. Effectivement. Alors, la porte d'entrée, en fait, c'est souvent d'ailleurs des services municipaux ou alors des services qui sont autour des collectivités territoriales, soit les bureaux d'aide sociale ou alors ce qu'on appelle les CLIC, qui sont des guichets un peu uniques auxquels aidants ou aidés peuvent vraiment se référer. Et ces CLIC vont se mettre en connexion avec 18 plateformes de répit qu'on a développées justement dans le cadre de la stratégie que vous évoquiez tout à l'heure, Aurélie, et qui permettent effectivement d'assurer, on va dire, la bonne connexion entre les besoins qui s'expriment par les personnes et puis l'offre qui est disponible localement. Et autour de ces plateformes de répit, notamment, elles sont en connexion avec notamment différentes solutions de prise en charge. Ça peut être, parce que le sujet c'est aussi d'avoir un répit donc pour pouvoir soulager un petit peu et prévenir l'épuisement des personnes qui sont aidantes, notamment en proposant des solutions de type hébergement temporaire. On a à peu près 1 millier de places d'hébergement temporaire en Bretagne et donc qui permettent pour quelques semaines, quelques mois à une personne effectivement de pouvoir effectivement vivre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ça, c'est ce qui concerne le droit au répit. On a justement un reportage, si vous voulez bien, messieurs, pour comprendre de quoi il retourne de manière très concrète. Je vous propose donc de le découvrir, ce reportage tourné dans le Morbihan. C'est une association, Ampère, qui propose un service où des relayeurs soulagent donc les aidants le temps de quelques heures, voire plus. Rencontre avec le couple Massot. Oui, j'y vais. Oui, bon après-midi. Merci, à tout à l'heure ma puce. 3 fois par semaine, Muriel Savigne accompagne Monsieur Massot durant l'absence de sa femme qui l'aide au quotidien. Le couple a fait appel à Bulle d'air, un service de répit à domicile mis en place depuis 1 an sur le département du Morbihan. Ça me permet donc, ne serait-ce que de faire les courses, puis si j'ai besoin d'aller chez le médecin, chez le coiffeur, ça me libère, aussi bien physiquement que moralement, parce que c'est vrai que j'étais longtemps où j'osais plus sortir du tout, parce que j'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose en mon absence. Pour moi, c'est un service essentiel, parce que ça me permet de m'absenter en toute tranquillité. Bulle d'air est un service en mode mandataire qui met en relation les familles avec des relayeurs et relayeuses dont Muriel Savigne fait partie. Aide-soignante de profession, elle a développé cette activité complémentaire il y a moins d'1 an. Ce qui m'a fait aller vers Bulle d'air, c'est que moi j'ai moi-même été aidante. Donc si j'avais connu ce service plus tôt, je l'aurais peut-être utilisé pour moi. Voilà. Soulager les dents tout en proposant un accompagnement adapté et professionnel aux personnes aidées. C'est tout l'objectif de ce service. Les relayeurs viennent ainsi ponctuellement ou régulièrement au domicile des familles pour un minimum de 3 heures consécutives. Le service peut également être étendu et mis en place 24 heures sur 24 durant tout un week-end ou plus pour répondre aux besoins de chacun. Ce qui me plaît, c'est la qualité du temps que l'on consacre à la personne. Il faut ce genre de formule et le dupliquer et le déployer sur le territoire.
Depuis sa mise en place sur le territoire en 2021, le nombre de familles bénéficiaires de ce service a doublé. Aujourd'hui, 84 familles font ainsi appel au dispositif Bulle d'air sur le département du Morbihan. Voilà un reportage qui va sans doute incrémenter nos échanges. Ronald Chevalier, 63% des aidants sont des proches. Cette situation, parfois, elle n'est pas choisie. On le dit souvent dans cette émission, anticiper, c'est la clé de la sérénité. Et il existe des outils juridiques pour laisser des directives en cas de perte d'autonomie et notamment le mandat de protection future. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors c'est un contrat qui est rentré en application en 2006 et qui permet à une personne d'anticiper justement sur une situation de dépendance, tant physique que mentale, de choisir la personne qui va s'occuper d'elle et de donner un cadre justement à cet accompagnement. Alors on le souscrit à quel moment ? Quand on est encore en pleine capacité de ses moyens, exactement. C'est ça ? C'est un contrat, donc il faut être capable, bien sûr, mais ça permet également de maintenir, c'est souvent une question récurrente dans nos études, le souhait de la personne qui anticipe sur une situation de dépendance, soit de vouloir rester chez elle et d'avoir cette garantie-là et de savoir qu'elle va pouvoir toujours avoir sa vie qu'elle a toujours eue. On peut mandater qui on veut ? Oui, alors ça peut être un proche, un professionnel ou un établissement spécialisé. Est-ce que c'est irrévocable ce mandat de protection future ? Alors c'est pas irrévocable. Si l'une des parties, notamment le mandataire, ne souhaite plus, tant que le mandat n'est pas rentré en application, l'exercer, eh bien, il peut renoncer. Qu'est-ce qui se passe si le mandat de protection entre en vigueur, mais qu'on constate des dérives, entre guillemets, peut-être la personne mandatée abuse ou ne remplit pas ses obligations? Alors, en fait, sur la mise en application, il faut que la personne mandataire fasse faire à la personne qui est protégée un certificat médical par le biais d'un médecin qui est sur la liste du procureur de la République et puis après, avec ce certificat et une copie du mandat, il va au greffe du tribunal de grande instance dont dépend la personne protégée pour rendre en application ce mandat. Alors le mandat, ce qui est la règle, notamment le mandat notarié, qui permet justement d'avoir plus de droits pour le mandataire, de plus s'occuper de la personne plutôt qu'un mandat sous seing privé. Parce qu'avec un mandat notarié, on peut notamment faire des actes de disposition, des actes de vente, clairement, de biens immobiliers, donc ça peut toujours être utile. C'est vraiment une tutelle familiale. Et donc, c'est le notaire qui va gérer, qui va contrôler l'action du mandataire. Et ce, tous les ans, puisqu'il y a une obligation qui est inscrite dans chaque mandat de protection future, c'est le fait que chaque année, eh bien, le mandataire rend compte de sa gestion. C'est donc affaire chez le notaire ? Moi, évidemment, pour moi, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs du mandataire sont vraiment les plus étendus. Et c'est surtout le souhait des personnes que ça reste une tutelle, entre guillemets, familiale. Merci Ronald pour cette explication sur le mandat de protection future. On va revenir sur d'autres dispositifs qui permettent d'anticiper et notamment le financement de tout ce qui va être le droit au répit. Alors justement, l'IGAS, qui est l'inspection générale des affaires sociales, qui a été missionné pour faire un rapport, a pointé un certain nombre de problématiques sur ce droit au répit, avec peut-être un point sur le fait que les informations n'étant pas très claires, il n'est pas suffisamment utilisé. Est-ce que c'est le cas, Malik Laoussine ? Malheureusement, c'est effectivement ce qu'on observe aussi localement en Bretagne. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a à peu près 1000 places d'accueil de jour. Donc c'est la personne qui peut, effectivement, un peu fatiguée, qui va pouvoir confier la personne qu'elle protège à un établissement d'hébergement pour personnes âgées pour la journée et le soir, effectivement, elle revient chez elle, à son domicile. Et puis il y a aussi l'hébergement temporaire. Là, c'est pour plusieurs semaines ou plusieurs mois où on peut effectivement soit partir en vacances, soit effectivement servir une mission professionnelle. Eh bien, ces deux dispositifs, on se rend compte qu'au mieux, c'est selon les établissements, ils fonctionnent à moitié. Donc on voit effectivement qu'il y a une insuffisante mobilisation de ce levier, alors même qu'on sait très bien qu'il y a des situations personnelles et familiales de détresse pour lesquelles effectivement on a des réponses et malheureusement ces réponses ne sont pas connues et ce droit n'est pas exploité. Donc des services accessibles, on le comprend parce qu'il y a de la place. Maintenant, absolument. Le challenge de faire connaître ces dispositifs. Peut-être un autre point, le financement de tous ces services, le couple qu'on a vu dans le reportage, des bourses à peu près 1 000 € par mois pour une journée et demie d'intervention de cette relayeuse qui vient à leur domicile. Aujourd'hui, concrètement, qui finance ces dispositifs ? Est-ce qu'il y a des aides qui existent ?
Absolument. Alors d'abord, il y a le droit au répit, effectivement, qui a été, et dans sa dimension financière, qui a bien été instituée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi de 2015, mais qui apporte 500 €. Voilà. Alors, par an. Par an. Oui. Et on peut l'utiliser une fois par an. Donc ça, c'est vrai que c'est... Voilà, ça le montant semble un peu dérisoire. Alors, il faut savoir qu'après, il y a de nombreux organismes de protection sociale, organismes de sécurité sociale, organismes de complémentaires, comme l'AGIRC ou l'ARCO, qui interviennent dans le cadre de la retraite complémentaire et qui viennent aussi accompagner financièrement des besoins de répit pour que aidants ou aidés puissent partir en vacances, par exemple. Et donc, ça permet notamment pour 2 semaines de vacances, selon qu'on soit imposable ou pas, de payer 2 semaines de vacances, soit à peu près 300 ou 400 € par mois si on n'est pas imposable. Enfin, 300 ou 400 € pour le séjour de 14 jours, de 15 jours, ou soit, effectivement, si on est imposable, payer 600 €, ce qui n'a rien à voir avec les prix qu'on peut retrouver sur le marché. Donc il y a cela, mais effectivement, dans la mission qui a été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales, elle demande effectivement d'aller beaucoup plus loin dans l'accessibilité financière et pour pouvoir vraiment rendre effectif ce droit au répit. Une nouvelle fois, ces situations financières, on voit que ça coûte, ces services, on peut anticiper en fait pour mettre de l'argent peut-être de côté. Alors, il y a des outils juridiques, il y a des outils financiers également. Un outil juridique, c'est effectivement quand on est propriétaire de sa résidence principale, d'envisager une vente en viager qui permet de s'assurer des revenus réguliers si la retraite, justement, c'est un sujet d'actualité, n'est pas suffisante pour faire face à ses besoins et une éventuelle dépendance, effectivement. Revenus complémentaires pour effectivement financer ce type de service. Vous parliez aussi, quand c'est possible, de l'assurance vie. Voilà, l'assurance vie, là aussi, ça permet d'anticiper et en même temps de transmettre à terme à la personne de son choix. Messieurs, petite pause dans cette émission puisqu'il est temps de passer à la chronique actu avec Vincent Lemay. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Alors, dans cette chronique actu de ce mois de mars, on va parler du nouvel audit énergétique qui est obligatoire depuis le 1er avril pour les passoires thermiques. Alors on en parle souvent dans cette émission, vous avez une volonté du gouvernement et du Parlement d'aller vers une rénovation énergétique du bâtiment, de l'immobilier en général. Vous avez jusqu'à présent ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique qui classait en fonction d'une lettre votre consommation énergétique. Si vous aviez un bâtiment qui était énergivore en E ou en F, vous avez des problématiques de location récentes. Désormais, vous devrez réaliser en plus ce qu'on appelle un audit énergétique qui concerne non pas les appartements, ce qui sont pour l'instant exonérés de cette disposition, mais les maisons et les bâtiments qui seront en monopropriété. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un bien entier et que vous le louez, eh bien vous devrez réaliser cet audit énergétique à compter du 1er avril 2023. On connaît maintenant aussi le calendrier donc 2023 de la campagne de déclaration de revenus. Vous devez faire vos déclarations de revenus pour l'année. Le principe, c'est que vous aurez une déclaration qui sera pré-remplie, qui vous sera envoyée à partir du 6 avril jusqu'au 25 avril. Vous devrez ensuite faire votre déclaration plutôt en ligne sur impôts.gouv.fr. Les dates, ce sera jusqu'au 1er juin 2023 à minuit pour déposer vos déclarations d'impôts dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Le Morbihan, quant à lui, aura jusqu'au 8 juin pour faire cette déclaration. Si vous souhaitez le faire en papier, vous aurez jusqu'au 22 mai, le cachet de la Poste faisant foi. Merci, c'est bien noté. Vous vouliez aussi nous parler d'un numéro unique pour la Banque de France. Si malheureusement vous êtes fiché Banque de France et que vous vous interrogez sur les modalités du quotidien par rapport au milieu bancaire, à ce que vous pouvez réaliser, sachez que vous avez un numéro unique désormais qui est le 3414 qui vous permet d'avoir un interlocuteur pour savoir ce que vous pouvez faire et répondre à vos interrogations. Et puis alors, pour terminer, un mot sur une pratique qui souvent nous agace, le démarchage téléphonique, qui donc va être mieux encadré. Désormais, on ne pourra plus vous appeler le week-end et les jours fériés, on ne pourra le faire plus qu'en semaine, à des heures fixes entre 10h et 13h et de 14h à 20h. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous enregistrer sur un réseau qui s'appelle Blocktel pour éviter le démarchage intempestif téléphonique. Voilà, bon entendeur. Merci beaucoup Vincent, on se dit au mois prochain. Merci Aurélie. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé, mais dans cette émission, il n'y a pas que moi qui pose les questions, il y a aussi les téléspectateurs de l'émission, donc je vais vous en soumettre 3, messieurs. La première pour vous, peut-être Malik Laoussine. Un téléspectateur nous dit « Mon père a de plus en plus de mal à accomplir les tâches du quotidien, puis-je avoir recours à une aide à domicile ?» Absolument. Alors il y a
il y a un processus qu'il faut savoir suivre. Donc d'abord, effectivement, se renseigner auprès des services municipaux et notamment, et puis aussi auprès des CLIC pour pouvoir effectivement avoir une évaluation des besoins de la personne. Il y aura une équipe qui va se déplacer, une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir évaluer les besoins de la personne et évaluer le panier de services, et donc notamment des aides humaines qui vont pouvoir soulager pour les courses, pour le ménage, pour des petits soins aussi, pour la toilette, etc. etc. Tout cela peut faire l'objet, effectivement, on va dire, d'interventions. Et sur les aspects financiers, on a l'allocation personnalisée d'autonomie qui permet effectivement de pouvoir compenser tout ou partie des interventions à domicile. Voilà, et c'est fonction des revenus de la personne. Absolument. Évidemment. Deuxième question, je m'occupe de mon parent dépendant, je me sens fatiguée, épuisée physiquement et moralement. Que faire ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, le reportage, il a été qui est une très belle illustration. Le relayage, c'est vraiment quelque chose, une pratique en France qu'on doit développer et puis aussi qu'on doit mettre en visibilité. Donc, la première chose, c'est le relayage qui permet effectivement ponctuellement de pouvoir être soulagé lorsqu'il y a un épuisement professionnel. Il faut vraiment aussi en parler à son entourage de façon à ne pas être tout seul. Et puis, effectivement, on peut mobiliser pleinement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités d'hébergement temporaire, les capacités d'accueil de jour pour pouvoir proposer un répit aux aidants. On se rapproche directement des établissements en question ou une nouvelle fois un portail unique comme le CLIC ? Le CLIC. Mais la mairie va pouvoir effectivement vous orienter vers le CLIC et le CLIC va assurer effectivement, on va dire, la bonne connexion avec les établissements, la plateforme de répit, etc. etc. Dernière question peut-être pour vous, Ronald. Je suis le ou la seule à m'occuper de mon proche. Les autres membres de mon entourage ne s'impliquent pas. Que faire ? Alors, que faire ? Tout dépend de la situation de son parent, mais s'il est dans une situation où il ne peut pas faire face à ses besoins, donc c'est l'obligation alimentaire qui est mise en application. Donc, il a la possibilité quand même, s'il est le seul à participer à l'aide de son parent, son père ou sa mère, eh bien, il a la possibilité de récupérer, de se faire rembourser par ses frères et sœurs de ce qu'il a fait pour ses parents. Ça peut mettre un peu de tension dans la famille. Exactement. Et puis souvent, dans ces situations-là, on essaye de voir avec la personne justement qui est soutenue par cet enfant, une façon de l'avantager. C'est pas toujours effectivement une solution idéale. Pour la paix des familles. Pour la paix des familles, voilà. Mais c'est bien noté, en tout cas, il existe des recours et prendre conseil auprès de son notaire. L'obligation alimentaire, elle s'applique à tout le monde, mais s'il y en a un qui participe, il a le droit de se faire rembourser par les autres membres de la famille. Je voudrais, messieurs, en guise de conclusion, qu'on dise un mot peut-être sur un dernier point. Être aidant, on l'a vu, c'est pas facile, c'est souvent pesant, mais ça peut être aussi très enrichissant. Et certains aidants développent même des compétences qui peuvent être mises à profit aujourd'hui. Malik Laoussine, vous pouvez nous en dire un mot ? Absolument. Mais déjà, même historiquement, par exemple, autour du handicap psychique, il y a une organisation, en tout cas une fédération d'associations qui s'est développée que par des aidants, en fait, qui a été construite par des aidants, qui s'appelle l'UNAFAM, et qui a effectivement révolutionné, on va dire, l'approche qu'on peut avoir de la santé mentale, la psychiatrie ou du handicap psychique en France. Donc déjà, on a cela. Et puis, vraiment, et ce qu'on souhaite vraiment accompagner dans le cadre du projet régional de santé, c'est d'avoir aussi d'autres aidants qui sont... avec la pratique des dents, on peut acquérir une certaine expertise. Et il y a par exemple à Kerpap, donc pas très loin, dans le Morbihan, dans un centre de rééducation fonctionnelle, des expériences qui sont vraiment fantastiques, vraiment très émouvantes à regarder, où des personnes elles-mêmes handicapées qui ont vécu cela travaillent effectivement à la conception d'objets qui permettent effectivement de faciliter l'ergonomie au quotidien des personnes aidées. Donc ce sont des personnes qui ont été qui sont porteuses d'un handicap, qui sont porteuses d'une invalidité, mais qui mettent effectivement cette expérience vécue au service d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment effectivement des choses qu'on souhaite vraiment encourager, développer. Enfin, encore une fois, alors il y a Kerpap et il y a aussi d'autres acteurs qui travaillent comme cela. Il faut avoir une belle imprimante 3D et puis beaucoup d'imagination et puis un bel engagement, une belle humanité. Voilà les ingrédients. Une expertise mise à profit, on le comprend aujourd'hui, et c'est à souhaiter, à poursuivre et à encourager. Vous le disiez, merci messieurs pour avoir décrypté ce rôle clé des aidants à cette période du grand âge. On se retrouve, nous, le mois prochain sur une toute autre thématique. D'ici là, portez-vous bien.